Merci Yvette et bonjour à tous. Oui, donc aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir pour ce webinaire Raphaël Mercier. Donc juste quelques mots sur le parcours de Raphaël. Aujourd'hui, Raphaël est, alors si j'ai bien lu, directeur du département de biologie du chromosome au Max Planck, un département qu'il a créé quand il est arrivé au Max Planck en 2019. Et C'est il est ça. aussi professeur honoraire de l'université de Cologne. Mais voilà, euh, Raphaël a eu un passé à l'INRAE, hein. Il a fait sa thèse à l'Institut Jean-Pierre Bourgin et où il a été recruté CR puis promu DR. Et depuis sa thèse, Raphaël s'intéresse finalement au mécanisme voilà, qui contrôle la recombinaison chez les plantes et puis voilà, qui contrôle également un processus important pour n'importe quel organisme vivant, c'est-à-dire la méiose. Et voilà, c'est le sujet sur lequel il travaille depuis maintenant, depuis sa thèse, et il va nous donner les derniers résultats de son équipe. Mais juste voilà, pour replacer Raphaël voilà, de ce domaine de recherche, qui est un domaine de recherche très compétitif au niveau international. Bon, Raphaël, c'est une personnalité dans ce domaine de recherche. Voilà, l'originalité de ses recherches et des résultats qu'il obtient ont été reconnus par différentes instances, hein, l'Académie des sciences, l'Académie d'agriculture, les lauriers d'INRAE, enfin, et j'en oublie sûrement. Il a bénéficié voilà, de RC Grant. Bon, voilà, on sait c'est un appel à projet très compétitif. Et puis, plus récemment, voilà, il a été membre élu de l'EMBO. Voilà. Et j'oublie sûrement des tas de choses sur le parcours et le CV de Raphaël. Mais voilà, je vais lui laisser la parole pour nous raconter voilà, ce qu'il fait et les résultats obtenus voilà, qui permettent peut-être de comprendre un tout petit peu mieux comment est contrôlé ce processus biologique important et les espoirs qu'on peut avoir finalement après de le manipuler pour en augmenter la fréquence au moins chez les plantes. Donc Raphaël, je te laisse la parole et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, Thierry, et merci pour l'introduction. Je suis ravi d'être là parce que voilà, on s'intéresse dans mon groupe depuis quelques temps maintenant aux mécanismes fondamentaux de la recombinaison, mais on a bien sûr en tête les potentielles applications, là, l'aspect biotechnologique de manipuler la recombinaison. Donc, je suis ravi de raconter ce qu'on fait devant ce public et potentiellement d'ouvrir des collaborations, au moins des discussions, comment on peut transférer ces choses-là vers l'application. Alors, la grosse question qu'on essaye de traiter depuis quelque temps, c'est qu'est-ce qui limite le nombre de crossing over lors de la méiose? Et j'aime bien commencer mes présentations avec cette photo. C'est à ma connaissance la plus large, la plus grande famille avec le même père et la même mère dans le monde, 22 enfants. C'est un couple britannique qui ont 22 enfants et qui ont même un show télé associé à ça. Et bon, c'est incroyable, mais une autre chose qui est incroyable, c'est que chacun de ces enfants est différent, bien qu'ils aient les mêmes parents. Alors, pourquoi ils sont différents? Vous le savez tous, bien sûr. C'est la méiose qui mélange l'information génétique à chaque génération, à la fois qui redistribue les chromosomes, parce que chaque gamète reçoit qu'un seul des chromosomes de ses parents, mais en plus de recevoir qu'un seul des deux chromosomes, il reçoit un chromosome différent parce que la combinaison a fait son œuvre et a créé une nouvelle combinaison génétique sur chacun des chromosomes. Je vais pouvoir placer ça euh, une seconde, je me mets un petit... Où est-ce qu'il est? Là. Bon, Bon, vous voyez si vous voyez ma souris, ça suffira. Euh, Donc, vous êtes tous au courant que les crossovers méiotiques génèrent de la diversité génétique, parce que ça crée une nouvelle version de chromosomes avec des différentes combinaisons d'allèles. Mais il y a une autre fonction des chromosomes, des crossovers qui est souvent un peu moins connue, qui est une fonction mécanique. Les crossing over connectent les deux chromosomes homologues en première division de méiose, et cette connexion est essentielle pour une bonne distribution des chromosomes lors de la première division. Un exemple très fameux, c'est que chez l'homme, en particulier chez la femme, il y a beaucoup de gamètes qui n'ont pas le bon nombre de chromosomes, parce que ce qu'on appelle ce crossing over obligatoire n'est pas bien assuré dans la méiose chez les femmes, chez l'humain. Donc les trisomies 21 sont très souvent associées à un manque de crossing over sur un des chromosomes.
Et quand on regarde la distribution du nombre de crossing over le long des génomes chez diverses eucaryotes, il y a plusieurs propriétés qui émergent. L'une d'entre elles, c'est le crossing over obligatoire, comme on le nomme, qui est associé à ce que je viens de dire. Il y a au moins un crossing over par paire de chromosomes à chaque méiose. Il y a des mécanismes qui imposent ce crossing over obligatoire. La deuxième observation, c'est que le nombre de crossing over est typiquement pas très grand. Entre 1 et 3, c'est l'observation générale. Et j'ai ici un plot un peu compliqué, mais je vais vous guider à travers lui, euh, qui montre ça. Ce que je vous montre ici, c'est une survey sur beaucoup de caryotes. Chaque point ici, c'est un chromosome, et chaque code couleur, c'est une espèce. Et nous plotons la taille physique de ces chromosomes en mégabases, combien il y a d'ADN il y a dans ces chromosomes, et combien il y a de crossing over dérivés des cartes génétiques. La première observation, c'est que la vaste majorité, 80% des chromosomes qui sont dans cette étude ici, reçoivent entre 1 et 3 crossing over par méiose, par génération. C'est vraiment universel et c'est indépendant de la taille physique de ces chromosomes. Vous avez à gauche ici des espèces avec des petits nombres de des petits chromosomes type button mushroom, le champignon de Paris, ou le trypanosome, à peu près 1 mégabase, 2 crossing over. Et à l'autre extrême ici, vous avez l'opossum ou les céréales, ou le barley en l'occurrence, avec des chromosomes qui sont l'orge, pardon, les chromosomes qui sont 1000 fois plus grands en taille physique, en ADN, mais qui ont toujours que deux crossing over. Il y a des exceptions, comme toujours en biologie. Cerevisier est une des exceptions, avec des chromosomes qui reçoivent beaucoup de crossing over par génération. L'extrême, c'est une autre levure, tombée, avec jusqu'à une moyenne de 15 crossing over sur le plus grand des trois chromosomes. Alors on peut se demander pourquoi ces espèces ont plus de crossing over que les autres. Une des hypothèses, c'est que leur mode de vie haploïde impose un différent optimum de leur combinaison par rapport au multicellulaire. Les abeilles aussi tendent à avoir des chromosomes avec beaucoup de crossing over. Là encore, peut-être qu'on peut spéculer que c'est lié à leur mode de reproduction, avec une seule femelle et des mâles haploïdes, qui peut de nouveau sélectionner un optimum différent. Les oiseaux, en général aussi, sont exceptionnels. Alors, ils sont exceptionnels parce que leur karyotype est très étrange, ou en tout cas unique, avec des chromosomes très petits et des chromosomes très grands dans la même espèce, ce qui est assez peu commun. Et on peut spéculer à nouveau que les mécanismes qui imposent d'avoir au moins un crossing over sur les plus petits chromosomes entraînent la présence de beaucoup de crossing over sur les plus grands chromosomes chez les oiseaux. Euh, Ce qui nous intéresse ici dans cette audience, les plantes sont toutes dans ce nuage ici, avec typiquement deux, trois crossing over par chromosome. C'est le cas d'Arabidopsis, mon espèce favorite, mais aussi des autres espèces chez qui on a des données. Une autre observation intrigante, c'est ce qu'on appelle l'hétérochiasmie. L'hétérochiasmie, c'est le fait qu'au sein d'une même espèce, on peut avoir un nombre de crossing over différents chez le mâle et chez la femelle. Et ça semble être un trait qui évolue de façon un peu aléatoire. On voit pas de tendance très générale. Parfois, dans une espèce, il y a plus de crossing over chez le mâle, parfois chez la femelle. Et c'est, ouais, ça peut être dans les deux sens, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Euh, Même des espèces proches, parfois, ont des hétérochiasmies opposées. Chez l'homme, par exemple, c'est plus de recombinaisons chez la femme que chez l'homme. Chez Arabidopsis, c'est plus de recombinaisons chez la méiose mâle que la méiose femelle. Euh, Observation suivante sur les crossing over, et ça intéresse aussi les breeders, euh, la distribution des crossing over le long des chromosomes n'est pas homogène. Vous voyez ici la densité en crossing over le long du chromosome 1 d'Arabidopsis, et vous voyez ces vallées et ces pics qui alternent ici. Il y a clairement un contrôle local de la fréquence de crossing over. Une observation presque universelle, et j'y reviendrai vers la fin de mon séminaire, c'est les centromères et les péricentromères qui sont très bas en recombinaison. Et je voudrais montrer ici à nouveau les deux courbes ici bleu et rouge, c'est la distribution des crossing over chez le mâle et chez la femelle d'Arabidopsis. Vous voyez que non seulement le nombre est différent, mais la distribution peut aussi être très différente. Vous voyez ici notamment vers le bout des chromosomes, il y a beaucoup plus de crossing over chez le mâle que chez la femelle.
Et la dernière observation, la plus intrigante de mon point de vue, d'un point de vue mécanistique, c'est l'interférence. Alors qu'est-ce que c'est que l'interférence? C'est le fait que quand il y a plusieurs crossing over sur le même chromosome, ils ont tendance à être loin les uns des autres. Ils se repoussent les uns les autres. Euh, de manière un peu amusante, cette observation a été faite par les tout premiers généticiens, les toutes premières cartes génétiques avec plus que deux marqueurs chez la drosophile au début du siècle dernier, a déjà, ont déjà repéré cette absence de double crossover proche. Et le mécanisme qui sous-tend cette distribution relative des crossing over est le sujet de débat enflammé, je dirais, dans la communauté méiose. Donc, une question qu'on se pose et que je vais traiter dans mon séminaire, c'est comment est-ce que ce patterning est mis en place? Comment est-ce que toutes mécaniquement, comment est-ce que toutes ces propriétés des crossing over sont imposées lors de la méiose? Le crossing over obligatoire, au moins un, le nombre limité, 2, 3, la distance entre les crossing over, la distribution le long des chromosomes qui est non homogène, et finalement la différence entre les mâles et les femelles. Alors, un peu de mécaniste, de mécanisme de la méiose, je vais rester un peu en surface, mais il y a quelques points clés que vous devez connaître pour suivre le séminaire. La méiose est dérivée enfin, la méiose, la recombinaison méiotique est dérivée de systèmes de réparation de l'ADN. En fait, la recombinaison méiotique est initiée par des cassures double brin programmées de l'ADN, et c'est la réparation de ces cassures qui mène à la formation des crossing over. Donc on commence par faire une cassure dans double brin, c'est les deux brins d'ADN, sur un des homologues, le brin cassé va aller envahir le double brin homologue et entraîner la réparation, qui va servir de template, de matrice à la réparation et générer des crossing over. Première chose importante, ce nombre de cassures double brin et d'invasion de l'homologue est en très très large excès chez toutes les espèces chez qui on a regardé par rapport au nombre de crossing over finaux. Ici, vous avez une immunolocalisation d'une des protéines qui catalyse cette réaction ici, qui s'appelle DMC1. Et vous voyez tous ces petits points ici, chaque petit point vert, chaque petit foyer est une cassure en train d'être réparée. On estime qu'il y a à peu près 200 de ces cassures réparées dans chaque méiose d'Arabidopsis, alors qu'à la fin, on a beaucoup moins de crossing over. Donc le message, c'est que la vaste majorité de ces précurseurs de leur combinaison euh, de- ne deviennent pas des crossing over. Ils sont réparés par l'inverse, on appelle les non-crossing over. Une petite proportion de ces intermédiaires, de ces précurseurs, sont pris en charge par une famille de protéines qu'on appelle les ZMM et qui génèrent les crossing over majoritaires, qu'on appelle les crossing over de classe 1. On peut aussi marquer ces crossing over par une des protéines qui est impliquée dans cette pathway, qui s'appelle MLH. C'est une voie de formation des crossing over qui est très conservée chez les eucaryotes. On le trouve chez les champignons, chez les mammifères, chez les plantes. Il y a une seconde voie mineure, qui n'implique pas ces protéines ici, qui crée quelques crossing over. C'est plutôt, comme on le voit maintenant, une voie de secours, un backup en cas de problème, plutôt qu'une vraie voie régulée. Mais ça crée quelques crossing over. Euh, Dans le laboratoire, depuis maintenant plus d'une décennie, on a cherché à identifier les mécanismes qui limitent les crossing over. Et je vais passer juste en une diapositive quelques années de travail où on a identifié, nous et d'autres, euh, les mécanismes qui poussent vers les non-crossing over. Deux protéines petites clés dans l'histoire, deux hélicases, RECQ4 et FANChem, qui sont deux hélicases qui poussent les intermédiaires de leur combinaison vers la formation de non-crossing over. Et, et je vais simplifier toutes ces noms de gènes en non-crossing over factors. Et si on a une mutation dans ces gènes-là, ce qui se passe, c'est que on limite cette voie de non-crossover et les intermédiaires sont alors pris en charge par cette voie qui est normalement très minoritaire, qui fait les classes 2, et donc on augmente le nombre de crossing over. Donc, si j'essaie de faire une image globale de la façon dont on voit les mécanismes aujourd'hui de, euh, de contrôle de leur combinaison, on commence par un nombre de précurseurs importants distribués le long des chromosomes, et certains d'entre eux sont choisis par un mécanisme dont on va parler dans les diapos qui viennent. Mais le choix de ces quelques heureux élus est bien sûr très important pour la distribution finale des crossing over.
Et ces quelques heureux élus sont pris en charge par cette voie ZDMM et maturés exclusivement en crossing over. Les autres, ceux qui ne sont pas sélectionnés par ce système, sont pris en charge par défaut par les facteurs non crossing over. Et donc non, ne donnez pas des crossing over. À part quelques échappés qui parfois font un crossing over de façon non régulée. Et donc si on a une mutation ou si on diminue cette voie de non crossing over, on augmente les crossing over de cette seconde classe ici, les voies échappatoires quand la fonction de non crossing over est affectée. Et donc, si je mets tout ça ensemble, la question clé pour nous, c'est qu'est-ce qui fait cette première sélection ici? Comment cette sélection est faite? Parce que c'est cette sélection qui va déterminer le nombre final de crossing over. Et il faut que cette sélection réponde à tous les critères, au moins un, pas beaucoup, loin les uns des autres, avec des différences mâles-femelles et une distribution non homogène. Alors tout ça a lieu non pas dans un vide, mais dans une structure très spécifique à la méiose, qui est le complexe synaptonémal, que je représente ici. C'est une structure protéique, de nouveau très conservée, qui est formée de deux axes, qui correspondent à chacune des deux chromosomes homologues, et chacun des chromosomes homologues est organisé en une structure boucle d'ADN autour de cet axe. Et ces deux axes sont zippés l'un à l'autre pendant la méiose pour former le complexe synaptonémal complet. Et c'est au sein de ces structures que les crossing over sont sélectionnés et maturés. Voici une image, donc dans la vraie vie, d'un méocyte mâle d'Arabidopsis, où on a marqué plusieurs choses. On a marqué les fameux deux axes en violet, ici, et la partie centrale, une protéine qui s'appelle ZIP, qui fait le zipping, c'est bien fait, qui est marquée ici en vert. Alors, on va zoomer un petit peu dessus parce que c'est grâce au progrès récent de la microscopie, on peut aller plus loin que la résolution de la lumière. Ici, on utilise la microscopie dite STED, et on peut vraiment analyser finement l'organisation de cette structure. Je vous montre ici une triple immunolocalisation de la protéine REC8, qui est un des composants de cet axe ici, donc vous voyez les deux axes parallèles, puis deux immunolocalisations de la même protéine, ZIP1, mais soit la partie CTR de ZIP1, soit la partie NTR de ZIP1. Et vous voyez que la partie NTR fait une ligne simple, entourée de deux lignes de ZIP1 CTR, entourée de REC8. Donc on peut déduire l'organisation générale, c'est ce correspond à ce qui a été montré aussi chez d'autres organismes, avec ZIP1 qui fait d'abord un dimère, mais en fait qui fait des hétérotétramères avec des homotétramères, pardon, avec la partie NTR au milieu, ici, la ligne rouge, et la partie CTR à l'extérieur de cette protéine. Donc, moi, je reste toujours ébahi qu'on arrive à voir l'organisation d'une seule protéine en microscopie. C'est les progrès récents qui permettent ceci. Ok, je reviens sur la sélection de ces intermédiaires ici pour devenir les crossing over, et je vais focaliser sur une protéine, la protéine HITEN, qui est une de ces éléments. Et on focalise sur celle-ci parce qu'elle a un comportement très spécifique qui propose un modèle que je vais vous présenter. Donc, ITN, comme je disais, c'est une de ces protéines ici qui est nécessaire ou qui implémente les crossing over majoritaires, les crossing over de voie 1. Donc, c'est une des protéines ZMM. Et cette protéine ITN, elle a un comportement très spécifique en méiose et qui est conservé à nouveau. Euh, D'abord, elle forme de nombreux petits foyers ici qui décorent l'entièreté du complexe cytonymal. Vous voyez ici, du high-10, il y en a un peu partout, tout le long de la protéine ZIP1 ici qu'on a marqué. Ça, c'est en début de méiose, de prophase de méiose. Mais quand la prophase de méiose progresse, euh, ce signal est modifié, on voit apparaître des foyers de plus en plus gros et le signal disparaître aux autres endroits. Oui, ici, ça devient de plus en plus inhomogène. Oui, ici, de nouveau, la protéine ZIP1 qui continue et cette protéine ITN qui commence à être inhomogène avec des foyers plus gros et d'autres beaucoup plus petits. Et ça culmine vers la formation de seulement quelques gros foyers ITN et le signal ayant disparu du reste des chromosomes. Vous voyez ici, ces deux gros foyers ITN. Et ces deux gros foyers, et ces foyers ITN colocalisent parfaitement, vous le voyez ici, avec MLH1, qui est le marqueur de crossing over de classe 1. Donc, ces gros foyers ITN finaux correspondent parfaitement au site de crossing over.
Et en fait, cette dynamique de la protéine a inspiré un modèle qui a été d'abord formalisé par Chris Morgan, qui travaille en Angleterre, que je vais vous présenter maintenant. L'idée, c'est que cette dynamique en fait de cette protéine est pas simplement un marqueur de où sont sélectionnés les crossing over, mais est en fait le déterminant de où vont avoir lieu les crossing over. C'est la proposition de ce modèle. Et pourquoi ce modèle est attractif? Parce qu'il explique tout de façon assez simple. Je vous montre ici une simulation faite par mon collaborateur David Spicker, qui est un physicien théorique. Et pour faire cette simulation, on met en place quelques présupposés qui sont assez simples. Bon, d'abord, on crée ces bâtons ici qui sont des chromosomes virtuels, ok, de différentes longueurs. Et sur ces chromosomes, on distribue la protéine A10 ici, de façon avec un peu de bruit, mais de façon relativement homogène. Et on impose deux propriétés. La première propriété, c'est que I10 tend à diffuser le long des chromosomes et beaucoup moins à échanger entre les chromosomes. Une contrainte de diffusion qu'on impose. La deuxième propriété qu'on impose, c'est une tendance à coarçonner. Coarçonner, ça veut dire à s'agréger, mais c'est un terme physique qui pour un phénomène qui est très commun en physique, qui explique la formation des nuages, qui explique la formation des cristaux de glace dans les crèmes glacées. Donc, si une crème glacée que vous gardez au congélateur trop longtemps devient désagréable avec une sensation un peu sableuse, c'est parce que des cristaux de glace se forment dedans et ils se forment par ce même mécanisme physique qu'on appelle coarsoning. Et en fait, c'est un point qui est assez simple, c'est que quand un agrégat se forme, ou un cristal, ou en l'occurrence ici une drop, une gouttelette d'Aiten, cet agrégat tend à croître, et plus il est gros, plus il croît vite. Donc, ce qui fait qu'un plus gros a tendance à faire disparaître les plus petits à côté. Et une fois qu'on impose ces simples deux contraintes, il y a une dynamique spontanée qui se met en place. Il y a une compétition entre les agrégats de Hayten ou les gouttes de Hayten qui se fait spontanément le long des chromosomes. Et spontanément apparaît plusieurs propriétés. D'une part, il y a toujours au moins un gros foyer Hayten par chromosome, parce que même si le système va jusqu'au bout, il y en aura toujours un. Et deuxièmement, quand il y en a plusieurs sur le même chromosome, ils tendent à être loin les uns des autres. Je vous le rejoue une deuxième fois pour que vous voyez la dynamique. Vous sentez bien la compétition en fait qu'il y a entre les différents foyers. Et c'est cette compétition en fait qui est locale le long des chromosomes, qui fait que ceux qui survivent à la fin sont ceux qui sont loin les uns des autres. Bon, ceux qui ont gagné la compétition tendent à être loin les uns des autres. Et on peut modéliser tout ça de façon physique, qui donne des propriétés. Je vais y revenir dans une seconde. Alors maintenant, regardons les données qu'on a et est-ce que ces données correspondent, peuvent être expliquées par ce modèle. Alors commençons par l'hétérochiasmie, la différence mâle-femelle. Je vous ai dit qu'il y avait plus de crossing over chez le mâle que chez la femelle chez Arabidopsis. Il y a une autre observation qui est... Est-ce que je peux le rejouer? Oui. Il y a une autre observation qui est intéressante et qui corrèle avec ce nombre de crossing over différents, c'est la longueur du complexe. Alors, Arabidopsis, comme vous le savez, est hermaphrodite. Nous avons le même gélome parce que c'est le même individu lors de la méiose mâle et de la méiose femelle, mais l'organisation est différente, en boucle axe est différente, et les axes sont plus longs chez le mâle que chez la femelle. Et de façon intéressante, cette différence est dans les mêmes proportions que la différence de crossing over. Nous avons plus de crossing over, et si je le mesure par cytologie, par le marquage des MLH1, ou par génétique, séquençons les descendants de plantes hybrides, et nous comptons les crossing over, et tout ça est complètement cohérent, nous avons la même différence, longueur d'axe, crossing over cytologique et crossing over génétique. Une autre observation quand on regarde mâle et femelle, c'est que l'interférence est différente. Alors, il y a une manière très puissante de mesurer l'interférence, un peu compliquée, mais c'est la seule qui vraiment capture bien l'interférence. Alors, je vais prendre une minute pour vous expliquer cette méthode. Ce qu'on mesure ici, c'est la fréquence de double crossing over. Donc, on prend deux intervalles, euh, par exemple adjacents, mais pas seulement, et on calcule la fréquence de crossing over ici, la fréquence de crossing over là, et donc on en déduit, s'ils étaient indépendants, combien on attendrait de doubles événements, dans le même méiose, avoir un crossing over en même temps dans les deux intervalles, et puis on compare l'observation, est-ce que vraiment on les voit, ces doubles événements, à la prédiction, en fonction de ce qu'on voit dans chacun des intervalles.
Et ensuite, on peut mesurer ça pour toute paire d'intervalles qui soient à côté ou loin les uns des autres. Et c'est ce qu'on plotte ici sur ce graphique. Donc ce que vous avez ici, c'est les intervalles qui sont très proches les uns des autres, et puis ici, les intervalles qui sont plus loin les uns des autres. S'il n'y avait pas d'interférence, la ligne obtenue serait complètement plate. On aurait exactement le nombre de double crossing over attendu comparé au simple crossing over s'ils étaient indépendants. Ce qu'on observe, et c'est ça l'interférence, c'est que pour des intervalles proches, ici, à gauche du graphe, on a beaucoup, beaucoup moins de doubles événements que ce qu'on attendrait. Et quand on va à une certaine distance, eh ben, on retrouve les fréquences attendues, et même à une certaine distance, on tend à en avoir même plus de doubles événements, un à chaque fin du chromosome, par exemple, montrant qu'ils sont pas indépendants. Et ce que je vais vous montrer sur ce graphique ici, c'est que l'interférence du côté femelle est plus forte ou s'étend à une plus longue distance que du côté mâle. Vous voyez ici un intervalle intermédiaire, on met plus de temps à revenir à un niveau indépendant entre bon, plus de distance, pardon, pour revenir à un niveau où les doubles événements sont fréquents. Donc l'interférence est plus forte côté femelle que mâle. Et tout ça peut s'expliquer de façon assez intuitive par le modèle de coarsening. Si on fait ce modèle et qu'on change qu'une seule chose, tous les autres paramètres, on ne touche pas. On change simplement la longueur de l'axe, ici. On fait un chromosome plus court. Et on applique ce coarsening. Presque intuitivement, vous voyez que on attend, en fait, plus de crossing over sur le plus grand chromosome que sur le plus court. Simplement parce qu'on a chargé moins de matériel sur le chromosome plus court que sur le plus long. Euh, Deuxième observation qu'on teste ici, c'est, je reviens, que le nombre de crossing over dépend du dosage de Huytten. Je vous le montre ici, on utilise une lignée chez qui Ayten est surexprimé, en introduisant une multicopie de Ayten. Et vous voyez que dans ce cas-là, on a une augmentation du nombre de crossing over chez cette lignée comparée au sauvage, à la fois chez le mâle et la femelle. Donc, je vous remontre ici, mâle sauvage, plus de crossing over que femelle sauvage. Et dans les deux cas, mâle et femelle, on surexprime Ayten, et on augmente plus côté mâle que femelle, ou plus exactement, on garde la différence mâle-femelle. Et quand on regarde l'interférence, on voit une diminution de l'interférence dans ce ligné avec qui surexprime Ayten. Oui, il y a toujours de l'interférence, elle est toujours présente, mais vous voyez qu'elle agit à une plus courte distance que chez le sauvage. Et encore une fois, on peut intuitivement comprendre que le modèle de coarsening explique assez bien ce résultat. Si on surexprime un item, on prédit qu'on cherche plus de items par unité de chromosome et on obtient plus de crossing over si aucun autre paramètre n'est changé. Non, je vous dis que c'est intuitif, mais on peut aussi faire des simulations. C'est l'intérêt de travailler avec Marcel et David ici. On peut faire des prédictions numériques et se rendre compte qu'on est capable, avec le même set de paramètres, d'expliquer toutes les observations. Les différences mâle-femelle, les différences quand on surexprime item, quand on sous-exprime item, les différences entre différents chromosomes. Tout ça peut fitter assez bien avec un modèle d'interférence, avec des paramètres qui sont crédibles. Euh, Expérience suivante. Maintenant, donc on a joué avec iTen, qui est un des composantes du système. L'autre composante du système, c'est l'axe lui-même, ou plutôt la partie centrale du complexe synaptonémal. Et la partie centrale du complexe synaptonémal, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, est encodée par cette protéine qui s'appelle ZIP1, qui est ici au milieu, et qui fait vraiment la colle entre les deux chromosomes homologues quand on les zip. Nous avons créé un mutant ZIP1 chez Arabidopsis. Et dans ce mutant ZIP1, ce qui se passe, c'est que les deux chromosomes homologues sont toujours capables de se reconnaître. Ils s'alignent à une façon un peu loose, mais ils s'alignent, mais ils ne zippent pas. Euh, et ils sont toujours capables de faire des crossing over. Et non seulement ils sont toujours capables de crossing over, mais ils en font plus que chez le sauvage. Alors c'est en bleu maintenant, je vous montre le mutant ZIP1, qui a un nombre de crossing over supérieur au sauvage. Mais observation clé maintenant, vous voyez que le nombre de crossing over mâle et femelle est identique. Donc l'augmentation est plus importante du côté femelle et ce qui mène à maintenant le même nombre de crossing over du côté mâle et femelle dans ce mutant ZIP.
Un contrôle ici, nous avons vérifié que la longueur des axes n'est pas modifiée. On a toujours la même longueur d'axe. Donc on a changé, on a quelque part déconnecté la longueur de l'axe et le nombre de crossing over dans ce mutant zip 1. Autre observation que pour moi est clé, dans le mutant zip 1, l'interférence a disparu. Vous voyez, on a cette ligne ici complètement plate, qui veut dire que même à courte distance, à gauche du graphe ici, nous avons le même nombre de double crossing over que attendu si ces crossing over étaient indépendants les uns des autres. C'est à ma connaissance le premier, mais il y en a eu deux ou trois maintenant qui ont été montrés en plus chez Arabidopsis, le premier mutant chez qui l'interférence est complètement abolie. Et encore une fois, intuitivement, on arrive à comprendre comment le coarsening peut expliquer ça. Ce qu'on propose, c'est qu'en fait, en absence de zip 1, ici dans ce contexte, ce qui est changé, c'est le mode de diffusion de la protéine HITEN. Alors que dans le sauvage et dans toutes les lignées dont on a parlé jusqu'à présent, HITEN diffuse le long du complexe cytonémal. En absence de complexe cytonémal, cette contrainte disparaît et la diffusion de HITEN se fait maintenant dans le nucléoplasme et non plus le long des chromosomes. Et puisque cette diffusion est dans le nucléoplasme, maintenant chaque locus dans le génome est en compétition avec tous les autres, ce qui fait qu'on perd on perd toute l'information spatiale. On perd le contrôle par chromosome, donc on a des chromosomes qui n'ont pas de crossing over, et on perd l'interférence, puisque l'information physique de long des chromosomes n'est plus là, puisque la diffusion est maintenant dans l'ensemble du nucléoplasme. Et c'est pour ça que l'interférence disparaît. De la même façon, on perd l'hétérochiasmie, parce que l'information de longueur de l'axe n'est plus visible par ITEN, puisqu'il n'y a plus d'interaction avec les complexes cytonémales. Donc tout ça colle bien avec cette prédiction de ce modèle. Dernier information sur ce modèle de coarsening, euh, on peut regarder la protéine ITEN elle-même. Alors qu'est-ce que c'est que ITEN? ITEN, c'est une protéine qui a trois domaines qui nous informent. Le premier, c'est un ring domaine. Donc ce ring domaine, c'est un domaine qui est commun aux protéines qui font de l'ubiquitinisation ou de la summoylation. Donc c'est capable de faire des modifications post-traductionnelles d'autres protéines. Le second domaine, c'est un long coil, donc typiquement impliqué dans l'interaction protéine-protéine, et notamment dans ce cas-là, très certainement impliqué dans la dimérisation de Leiden. Et finalement, et ça c'est un domaine enfin c'est une question qui est très très récurrente en ce moment, une partie de la protéine qui est intrinsèquement désordonnée, donc il n'y a pas de structure, qui a pas de structure, dans les modèles type AlphaFold, si vous jouez avec AlphaFold, bah, c'est un spaghetti trop cuit, donc ça n'a vraiment pas de structure. Et clairement, ce que j'ai vu dans les dernières conférences, c'est que ces parties désordonnées des protéines ont des rôles très importants. Et je vous dis ça parce que c'est aussi ce qu'on voit chez ITEN. Je vous montre juste un mutant sur lequel on travaille. En ce moment, on essaie de vraiment décortiquer la fonction de ITEN. Il y en a un qui nous intéresse particulièrement, qui est juste une délétion de la fin, enfin une insertion qui disrupte vraiment la fin de la protéine, 25 acides aminés à la fin. Et dans ce cas-là, on voit un changement du comportement de ITEN. ITEN, qui est ici marqué en bleu, se charge toujours de façon magnifique entre les deux chromosomes ici. Vous voyez ce signal continu, très joli. Mais c'est tout. il a, il ne montre plus cette propriété d'agrégation, de coarsening de Hayten. À un stade tardif, on voit pas les gros foyers Hayten que l'on voit chez le sauvage. Il n'y a pas de formation des gros foyers MLH1 qui colocalisent avec Hayten. Il n'y a pas de formation de crossing over. Donc notre interprétation de ceci, c'est que la partie C-terminale ici, vraiment la fin de la protéine, est cruciale pour cette dynamique de Hayten, pour pouvoir faire ces gros foyers, pour pouvoir avoir cette dynamique de coarsening. Euh, mais aussi le coarsening de Hayten est donc crucial pour la formation des crossing over. Donc c'est le résumé de tout ça. Je dois avouer que ce modèle de coarsening est débattu dans le domaine. J'étais au congrès Embo Mayos la semaine dernière. Euh, les gens sont agnostiques ou très favorables à ce domaine ou aussi très défavorables à ce domaine. Donc c'est clairement de la recherche en cours. Vous avez compris dans quel camp j'étais. Ok, j'enchaîne sur une deuxième partie plus courte. Euh, on s'est posé la question, maintenant qu'on a des mécanismes, on a
mieux compris les mécanismes qui régulent le nombre de crossing over de voie 1. On a ces facteurs qu'on connaît être impliqués dans la régulation des crossing over de voie 2. Ok, qu'est-ce qui se passe si on pousse toutes les manettes à fond? Jusqu'où peut-on pousser la formation des crossing over en jouant à la fois sur les crossing over de voie 1 et sur les crossing over de voie 2? Comment est-ce qu'on a fait ces expérimentations-là? C'est de la génétique euh, classique, un peu complexe parce que le nombre de gènes impliqués est important et on travaille dans des hybrides, mais c'est juste de la génétique. On fait des simples, doubles, triples, quadruples, quintuples mutants et on regarde à la fois en cytologie et en génétique, en séquençant les descendants, euh, l'effet sur la recombinaison. Alors, je vous résume tout ça en une seule dia. On va y aller doucement. D'abord, ce que je vous montre ici, c'est le nombre de crossing over par gamète chez le sauvage ici, donc toujours pareil, plus par gamète femelle, par gamète mâle que par gamète femelle. On surexprime I10, on en a plus, à la fois mâle et femelle. On mute zip 1, on en a aussi plus, mais on a le même nombre mâle et femelle. Et je ne vous l'ai pas encore montré, mais le champion des simples mutants jusqu'à présent, c'est l'hélicase RECQ4 qui augmente spécifiquement les crossing over de voie 2 quand on la mute. Et on a une augmentation très significative par rapport au sauvage, de l'ordre de 4 fois, dans ce mutant RECQ4. Maintenant, combinons. Je commence par zip 1 I10, donc deux contrôlants qui contrôlent la voie 1. On augmente les crossing over et comme attendu, c'est plutôt cumulatif et on augmente les crossing over 1 en quantité importante. On peut combiner maintenant REQ4 High-10 et cette fois-ci on combine un voie 1 et un voie 2 et nos données montrent aussi que c'est cumulatif et on augmente euh, de façon parallèle les voies 1 et les voies 2 de façon indépendante. Et voici le dernier double mutant, zip 1 REQ4. Et là, en fait, on a eu la surprise d'avoir un effet synergique entre ces deux mutations. Et on obtient un nombre de crossing over qui est le plus haut qu'on ait jamais observé jusqu'à présent. Je veux quand même souligner les nombres qu'on voit qui sont surprenants. On a une moyenne ici à 35 crossing over par gamète, comparé à moins de 3 chez le sauvage. Donc on est à x12 en fait entre le sauvage femelle et le double mutant femelle avec des cas extrêmes. Ici, on a un gamète qui a plus que 75 crossing over sur 5 chromosomes, sur un seul gamète. On l'a vérifié manuellement, c'est pas un artefact. On a vraiment ce nombre de crossing over très très élevé. Chose qu'on voit jamais vous voyez, chez le femelle, alors qu'on a des données sur des milliers de gamètes, on n'a pas plus que 6 crossing over. Alors, je vous ai montré les trois doubles mutants. Dans chaque cas, c'est cumulatif. Donc, ça suggère que si on met les trois ensemble, on devrait encore aller plus haut. C'est pas le cas. Si maintenant on met les trois mutations ensemble, on a exactement le même nombre. Et je vous montre pas les données, mais vous allez me croire, entre ces deux génotypes-là, on a le même nombre de crossing over, mais la contribution des voies 1 et des voies 2 n'est pas la même. Autrement dit, quand on part de ce génotype ici et qu'on augmente les crossing over de voie 1 en surexprimant I10, on augmente bien les crossing over de voie 1, mais on compense en diminuant les crossing over de voie 2. Ce qui suggère qu'à ce niveau-là, quand on est vraiment très haut, on commence à avoir une compétition entre les crossing over de voie 1 et de voie 2 qu'on n'a pas vu quand on est plus bas en crossing over. Et pour finir, on a ajouté un ingrédient au système, juste un dernier, qui est Figgle 1, qui est un autre anti-crossing over de voie 2. Dans ce cas-là, on a même une diminution, donc on va pas plus haut, on n'arrive pas à augmenter plus. Et cette diminution est liée au rôle un peu complexe de Figgle 1. En résumé de cette seconde partie expérimentale, il semble qu'on ait atteint un certain maximum, en tout cas en jouant avec ce qu'on a identifié jusqu'à présent, qui correspondrait à peu près 70 crossing over par méiose femelle et 50 par méiose mâle, qui est bien plus haut que ce qu'on obtient chez le sauvage, et qu'à un certain stade, on obtient une compétition pour un nombre limité, important, mais limité de précurseurs. Et avançons d'un cran, je vous montre deux choses sur cette dia ici. Regardez pas les détails, c'est pas la question. La première chose, c'est dans aucun de ces mutants, on a augmenté les crossing over près des centromères. Oui, c'est les centromères, cette zone blanche pour les crossing over chez le sauvage est toujours blanche chez les mutants. Et deuxième chose, vous voyez ici, le gris c'est le sauvage et tous les colorés c'est les mutants. Et vous voyez que une observation qui, à mon avis, saute aux yeux, c'est que les courbes tendent à se suivre, à être les mêmes courbes dans différents mutants. Euh, on va formaliser ça. On prend ces courbes ici et on les a normalisées. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la fréquence absolue de crossing over, mais la distribution relative. Et quand on fait
distribution relative, on voit très clairement, et c'est pour aller plus loin que de la simple intuition ici, que ces courbes sont très similaires dans différents mutants. Ils sont très similaires dans différents mutants et très différentes de la courbe sauvage. Vous voyez ici en gris la courbe sauvage femelle, ici la courbe sauvage mâle. Vous voyez que dans les deux cas, la courbe sauvage est complètement différente des autres. Ce qui est aussi important, c'est que donc les courbes, enfin, on l'a formalisé, les courbes des mutants sont très différentes de celles des sauvages. Les courbes des mutants sont très similaires les unes par rapport aux autres. Et de façon intéressante, la courbe sauvage est très différente en mâle et en femelle. Mais non, dans les mutants, les courbes mâles et femelles deviennent aussi très similaires. Donc, en résumé de tout ça, dans les différents mutants, on tend à aller vers une courbe unique qui est différente de celle des sauvages, et une courbe unique qui est la même chez les mâles et les femelles dans ces différents mutants. Donc on a cumulé toute cette quantité de crossing over pour créer cette densité de ce qu'on appelle de potentiel de crossing over. Où sont les crossing over si on dérégule complètement le système? Et vous voyez qu'elle est très similaire en mâle et en femelle, à nouveau, étonnamment un peu plus élevée en femelle qu'en mâle. Et on propose qu'en fait cette courbe ici correspond au précurseur de crossing over. Euh, de façon intéressante, ces courbes ici qu'on a produites sur la distribution des crossing over dans les mutants peut être très très corrélée à à des euh, à des propriétés de la chromatine. Est-ce qu'il y a des gènes? Est-ce que la chromatine est ouverte? Est-ce qu'il y a la synthétie entre les deux génomes de nos deux parents? Est très négativement corrélée, à l'inverse, les marques de chromatine fermée, les divergences de séquences entre les deux parents et les éléments transposables. Et même au-delà de la corrélation, ce qu'a montré Chichaolian, qui est le postdoc qui fait ce travail ici, on peut bien prédire avec une très bonne réussite la distribution de ces précurseurs. Si vous êtes d'accord avec moi, c'est des précurseurs. On peut prendre la distribution dans quatre chromosomes, entraîner un modèle, et ce modèle prédit très très bien la distribution sur le dernier chromosome et en impliquant simplement quelques données purement génomiques, la densité en SNP, l'incertitude entre les parents, ce genre de choses-là. Donc les données pures génomiques peuvent prédire cette distribution. Donc, si je résume tout ça, et j'aurai après une dernière petite partie à vous raconter, je résume tout ça, ce qu'on propose, c'est que cette distribution qu'on voit ici dans les mutants correspond au potentiel de crossing over, autrement dit, aux distributions des précurseurs. Quand je dis précurseur, c'est à la fois la capacité à faire une cassure dans l'ADN et à envahir l'homologue. S'il y a une cassure et qu'il n'y a pas d'homologie chez le chromosome homologue, il n'y a pas de précurseur. Et cette distribution ici est reflétée et est très différente de la distribution finale, parce que ce qui compte vraiment pour la distribution finale chez un sauvage, c'est quels précurseurs sont choisis. Et cette distribution du choix est très différente de la distribution des précurseurs. Et explique les différences de distribution le long des chromosomes et aussi les différences mâle-femelle. Et ce que l'on pense et ce qu'on propose, c'est que c'est le coarsening de Hayten qui fait ce choix ici. Ok, dernière série de trois diapos pour focaliser sur un point qui, je pense, dans le cadre de la biotechnologie est important. C'est un résultat très récent du laboratoire. Euh, Vous savez que les périscentromères tendent à avoir peu de crossing over. Je vous montre ici les deux exemples les plus extrêmes. Le maïs, un chromosome de maïs, ici, il y a une énorme région chromosomique qui a pas ou très peu de crossing over, ou la tomate, même chose, une région ici centrale, autour du centromère, qui a très très peu de crossing over, bien que il y ait des gènes dans cette région-là, moins que dans le reste du génome, mais il y a des gènes, et donc c'est des gènes ou des allèles qui sont inatteignables pour l'amélioration des plantes. On a le même phénomène chez Arabidopsis, au moins extrême, mais il est là. Vous voyez ici la distribution des crossing over. Ce qui est important ici, c'est que ce plot ici est fait sur l'assemblage complet du génome d'Arabidopsis qu'on a maintenant, y compris le centromère pur, qui sont des répétitions d'un motif sur plusieurs mégabases. Donc, ce que je voudrais vous montrer en zoomant ici, c'est qu'on a une zone ici dans la partie centromérique pure, donc les repeats, on n'a jamais vu un seul crossing over dans des milliers de gamètes. On a ici presque 5000 gamètes. On n'a jamais vu un crossing over dans ces régions-là. Mais cette inhibition des crossing over s'étend aussi de part et d'autre du corps centromère. Et on utilise une définition ici de quoi on parle. Donc on a défini plusieurs zones. La première zone, c'est la zone qu'on appelle non
Recombinding Zone, le NRZ, ici, qui comprend les répétitions numériques, mais aussi de l'ordre de un peu moins d'un mégabase sur chacun des chromosomes. Et ici, on voit zéro crossing over chez le sauvage. Après, on a une zone intermédiaire qui est celle-ci, qu'on a de façon arbitraire définie étant le prochain centimorgan. Et, et dans cette zone-là, qui fait à peu près 2 mégabases sur un Bélopsis, on a un taux de recombinaison qui est de l'ordre de 8 fois plus petit que dans le reste du génome. Et puis une autre zone intermédiaire, LRZR2, qui a une recombinaison à peu près la moitié du reste du génome, avant de revenir à des niveaux normaux. Donc on résume, NZR, NRZ, NR, jamais dit en français, NRZ, je sais pas, NRZ, pas de crossing over, LRZ1, un peu de crossing over, LRZ2 un peu plus, et le reste. Et nous avons testé des mutants dans le laboratoire, et en particulier, je vais vous parler d'un mutant, qui est cette protéine ici, SPF2, qui est une D-sumoylase, qui répond très fortement quand on utilise des systèmes pour regarder dans les péricentromères. On a des chouettes systèmes pour regarder la recombinaison en regardant la couleur des graines chez un Bélopsis, et on peut mesurer la recombinaison dans des intervalles. Et ici, on teste un intervalle qui flanque le chromosome 3, le centromère du chromosome 3, et vous voyez qu'on a détecté une augmentation dans ce mutant-là. On est passé de nouveau en genome-wide dans un hybride. Je vous remonte la carte, un zoom sur les péricentromères de sauvage. Et dans le mutant SPF2, vous voyez cette augmentation que je dirais massive. Dans les péricentromères, on a vraiment beaucoup de crossing over, là où on n'en avait jamais vu avant, et plus dans les régions qui sont aussi très faibles. On l'a quantifié. Si je regarde la région NRZ, donc zéro crossing over dans le sauvage. Maintenant, on a une très forte augmentation dans le mutant SPF2. On a d'autres mutants où ça augmente, mais c'est vraiment celui-ci le champion. On a maintenant presque 1% des gamètes qui ont un crossing over dans chacun de ces zones centromériques, chacun des chromosomes. La zone d'après qui est inhibée, on a une augmentation d'un facteur à peu près 3, et la zone qui est moins inhibée, on a encore un facteur de 2. Donc on a clairement une augmentation très significative des crossing over dans ces régions péricentromériques, dans cette D-sumoylase. Euh, on va zoomer un petit peu parce que vous voyez ici, on a vraiment des crossing over qui sont très 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 près du centromère, juste à côté. Et quand on zoome, ici, chaque ligne verticale, c'est un crossing over. Vous voyez que ces crossing over n'ont pas lieu n'importe où, au hasard, dans ces régions-là, mais en fait, ont lieu juste au-dessus des gènes qui sont dispersés dans ces régions-là. Vous voyez clairement que les crossing over tombent juste sur ces gènes. Euh, Juste pour finir, évidemment, on se rend compte que ça a potentiellement un impact en biotechnologie, parce que ces régions non atteignables sont potentiellement atteignables maintenant si on peut ouvrir les péricentromères dans des espèces cultivées. Et je vais finir maintenant en remerciant les gens qui sont impliqués dans ce travail. Je vais en particulier souligner Qi Shaolian qui est ici, qui est maintenant groupe leader en Chine, qui est parti en décembre dernier, qui est le bioinformaticien génial qui a produit beaucoup des données que j'ai présentées là. Joiselle Fernandez qui est ici au premier plan, qui a fait une bonne partie de la génétique des péricentromères. Julie qui est cachée quelque part, je la trouve pas. Bon, Julie Li Jing qui est maintenant aux États-Unis, qui a fait toute la partie multimutant, et Stéphanie Durand qui est ici, qui fait la partie microscopie que je vous ai montré aujourd'hui. Et Hernan qui est ici et qui est celui qui teste le modèle coarsoning dans le laboratoire. Et avec ça, je serai ravi de répondre à vos questions. Alors, hop, ouais. Merci beaucoup, Raphaël. Je n'arrivais pas à allumer ma caméra. Merci pour cet exposé là. Alors, je vais les regarder dans questions-réponses. Je pense que voilà, les gens sont en train de réfléchir à leurs questions, hein. Vous les mettez sur Q et R, s'il vous plaît. Moi, j'en avais une petite là, juste en attendant que les gens voilà, rédigent leurs questions. Là, c'est sur la dernière partie, celle que tu viens Mhm, de présenter, là, où tu nous montres qu'on est capable finalement de déréguler les crossing over dans ces régions péri-centromériques, très proches du centromère, hein, mhm. quasiment au bord. Et tu nous as dit que c'était ciblé sur les gènes. Oui. Et comment, enfin, quel lien tu fais? C'est
enfin, pourquoi ça cible spécifiquement voilà, le gène et puis finalement pas la région intergénique qui est juste à côté? C'est parce qu'il y a un lien avec l'expression des gènes, c'est parce qu'il y a un, voilà, Alors, quelle explication tu très peux bonne donner? question. La première chose, la connexion avec les gènes, en fait, est liée au précurseur probablement. C'est-à-dire que les cassures double brin tendent à se former dans des régions de promoteurs de gènes, chez la plupart des eucaryotes. Donc il y a une structure, il y a une signature euh, épigénétique de la région génique qui est favorable à la formation des cassures. Et dans les régions, alors, bien qu'il y ait des gènes dans les régions péricentromériques, il y a pas de crossing over. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'il y a un système actif qui, bien qu'il y ait des gènes, empêche la formation des crossing over. SPF2 fait partie de ce mécanisme, c'est ce qu'on propose. Aujourd'hui, on regarde où est-ce qu'on voit des crossing over, est-ce qu'il y a une différence d'expression des gènes? On n'en voit pas. Ça ne semble pas lié au fait que les gènes soient exprimés ou pas lors de la méiose. C'est juste la présence de gènes, probablement, est suffisante pour amener cette signature épigénétique qui permet les crossing over. D'accord. Alors, les questions sont en train d'arriver. Donc, je prends la première de Pasquale Pérez. Est-ce que le mutant SPF2 est une perte totale de fonction? Et voilà, lié à cette question, comment pourrait-on utiliser voilà, ça en création variétale? Est-ce que Ok, tu... alors, ce que je vais vous montrer là, c'est une perte de fonction complète de SPF2, donc ce qui veut dire qu'il est nul chez les deux parents, il est homozygote. Je vous l'ai pas montré, mais cette mutation est codominante. Donc on voit une augmentation dans l'hétérozygote. Donc ce que j'entends bien, Pascal, c'est quelque chose en amélioration des plantes ou dans les schémas de breeding serait très pratique d'avoir cette dominance. Donc chez Arabidopsis, c'est codominant, donc potentiellement plus facile à utiliser en breeding. Juste noter là, disclosure, oui, on a déposé un brevet sur l'utilisation de SPF2 et de ses copains très récemment, il y a une dizaine de jours maintenant. Et donc, si des boîtes privées sont intéressées, on peut se mettre en contact avec Max Planck Innovation, qui est l'équivalent de INRA Transfer pour le Max Planck, pour collaborer sur ces aspects-là. Et pour connecter à cette, voilà, cette question sur SPF2, là, il y a une question de White Paul. C'est est-ce que le mutant SPF2 a d'autres phénotypes? Alors, bon, il mentionne un effet sur la fertilité ou... Oui, non, le mutant va très très bien. On a détecté rien du tout de phénotype. Et on n'a pas vu de défaut de fertilité. Donc on le fait en comptant les graines. En comptant les graines, on voit pas de fertilité. Pour être vraiment complet, avec nos analyses où on analyse les descendants par séquençage, on peut aussi détecter les aneuploïdes. Donc on a vu une toute petite fréquence d'aneuploïdie, moins de 1%, mais il y a un léger défaut de chromosome de ségrégation des chromosomes dans le mutant SPF2. Mais c'est très subtil. En tout cas, on n'arrive pas à le voir avec simplement en mesurant la fertilité en nombre de graines. D'accord. Question de Vincent Huot. Observe-t-on des conséquences phénotypiques pour des mutants, alors des triples mutants, hein, ZIP, RECQ, I10? Alors oui, effectivement, dans certains de ces mutants, ils sont tous fertiles globalement, mais on a des réductions significatives de l'ordre du genre plusieurs dizaines de pourcents dans certains d'entre eux. Euh, et notre interprétation aujourd'hui de ça, c'est que quand on dérégule les systèmes, non seulement on augmente les crossing over, mais aussi on crée quelques cas où une cassure n'est pas bien réparée. Et ça, une cassure pas bien réparée, c'est très toxique pour la cellule. Donc il faut pas beaucoup de ce défaut-là pour avoir un effet de fertilité. Donc si quelqu'un utilise, alors si on revient encore une fois sur la biotechnologie, si quelqu'un utilise ces mutations ou cette extinction de ces voies pour augmenter la combinaison pour une raison ou pour une autre, il faut s'en débarrasser pour probablement dans le produit final qui est la lignée commerciale. D'accord. Et toujours de Vincent Huyot, connaît-on la taille minimale des régions homologues nécessaires pour induire des crossing over? C'est une question compliquée. A priori, pas très grand. Le problème, c'est que quand ça devient petit, vraiment, la fréquence attendue, même si c'est une région qui recombine, est faible. Donc, j'ai pas de données bien en tête pour pouvoir dire ça. C'est une question intéressante. Je vais essayer de réfléchir un peu plus, avoir une réponse un peu plus construite que ça. Mais on peut avoir des crossing over dans des régions qui sont quand même petites, quoi. D'accord. Et une question maintenant de Florence Jacob. Alors,
Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. C'est quelque chose qui revient souvent, hein. Ok, bah, je suis Y ravi si ça vous a-t-il à plaît. l'heure actuelle ouais, des indications montrant que la réparation non homologue en méiose est une source importante de variations structurales chez les plantes? Et est-ce que ce mécanisme pourrait également être manipulé pour induire plus de variations? C'est une grande question. C'est une bonne question. Jusqu'à présent, y compris dans les mutants où on a manipulé la recombinaison, on n'a pas détecté d'événements de crossing over non homologue qui pourraient créer des duplications, ce genre de choses-là. On n'a jamais vu ça. Moi, Mon, ma position actuelle, c'est que ces variations qu'on voit à l'échelle de l'évolution sont plutôt des réparations somatiques que des erreurs méiotiques, à mon avis. Lors de la réplication, il y a un stress génétique bien plus important lors de la réplication que lors de la méiose. Il y a aussi une réplication en méiose, hein, ça peut compter, mais dans le cycle de vie d'un eucaryote, il y a quand même beaucoup plus de réplication méiotique que de réplication mitotique. Donc mon mon guess, mon intuition serait de dire que la plupart des variations, enfin, des réparations non homologues et donc des variations de structure sont somatiques. D'accord. Et une question de Pasquale Pérez, d'une nouvelle question. Est-ce que l'approche triple mutant, là, qui augmente très significativement la fréquence des crossing over, a été testée, alors il précise, avec succès chez des plantes d'intérêt? Alors, c'est en cours dans plein de laboratoires différents. Il y a des variations dans les résultats. Zip1, par exemple, qui est un exemple que j'aime bien. Zip1, il augmente la recombinaison de façon très claire chez le riz. Il augmente la recombinaison chez la tomate. Par contre, il a été testé chez l'orge, et chez l'orge, il diminue la recombinaison. Il n'y a pas de crossing over chez l'orge, enfin, il y a très très peu de crossing chez l'orge dans le mutant zip 1. Donc, la réponse, c'est qu'il faut tester chacun d'entre eux dans les espèces d'intérêt. Un autre qui fonctionne très bien, c'est REQ4. REQ4 augmente la combinaison dans plusieurs espèces où a été testé. Donc, tout ça est en cours. Quelle combinaison est la plus favorable pour chaque espèce? Il faut le tester. Alors, si je peux prolonger la question de Pasquale, là, Mhm. un lien finalement avec la conséquence là, de muter ces trois gènes avec la taille des génomes ou la taille des chromosomes, plus exactement. Toi, est-ce que finalement ça marche sur des espèces avec des chromosomes d'une taille de petite à moyenne, et puis ça marche moins bien sur des espèces à plus Alors grande. probablement, et là, je vais venir sur le cas de Figgle One qui est peut-être le plus extrême, qui est un qui augmente la combinaison chez Arabidopsis et qui chez les autres espèces où il a été testé crée ce qu'on appelle une catastrophe méiotique, c'est-à-dire qu'il y a un gros défaut de réparation des cassures et qui mène à une fragmentation des chromosomes et une stérilité complète. Donc mon- notre interprétation actuelle de ça, c'est que Figgle One contrôle l'invasion et que ce contrôle de l'invasion doit être très bien régulé, surtout quand il y a beaucoup de répétitions. Dans un génome plus complexe avec beaucoup de repeats, il faut absolument bien réguler ce système-là. Et là où chez Arabidopsis, c'est pas si important, dans une espèce à plus gros génome, qui est souvent plus gros parce qu'il y a beaucoup plus de répétitions, ça devient crucial. Donc Figgle One, par exemple, je ne conseillerais pas de travailler sur Figgle One pour des espèces cultivées. D'accord. Et une question de Thierry Hardy, c'est quelle est la part des mécanismes épigénétiques dans le contrôle du taux de crossing over? Là, tu nous as beaucoup présenté le Ouais. contrôle génétique, mais voilà, quelle est la contribution? Alors, oui, ça joue. De toute façon cryptique dans mon exposé ici, il y avait un effet génétique. Alors, ça a été testé sur Arabidopsis, différents mutants qui affectent euh, les marques épigénétiques type méthylation de l'ADN. Souvent, les effets sont plus faibles que ce qu'on attendait. C'est assez subtil. Un cas intéressant, c'est le cas de CMT3, qui est une DNA méthylase qui fait les méthylations non CG de l'ADN qui a été montré comme augmentant la combinaison aussi dans les péricentromères. Oui, il est là, ici. Il a un effet beaucoup plus faible que SPF2. Et d'un point de vue biotech, CMT3 aussi a des effets développementaux importants chez beaucoup d'espèces, moins plus faibles chez Arabidopsis. Donc oui, la méthylation contribue sans doute, enfin contribue certainement à l'inhibition des crossing over dans les péricentromères, par exemple. D'accord. Et
Alors, en attendant d'autres questions, là, moi j'en ai une. Là, tu nous as montré que finalement, en cumulant les mutations, là, tu pouvais augmenter le nombre de crossing over jusqu'à un maximum et que Mhm. tu n'arrives pas à dépasser. Et alors, tu nous as un peu expliqué pourquoi voilà, ce maximum. Mais en gros, si on revient là-dessus, ton explication, c'est qu'il y a un encombrement. Au bout d'un moment, bah, finalement, pour des raisons topologiques ou stéréochimiques, tu ne peux pas en avoir plus. Ou c'est un problème finalement de limitation des protéines qui sont nécessaires pour fabriquer, enfin, pour arriver à avoir un crossing over. Donc on voit bien que c'est souvent des multimères et qu'on peut imaginer que avec l'expression des gènes, au bout d'un moment, de toute façon, il n'y a plus assez de protéines pour faire des crossing over. Voilà, quelle est ton explication? Alors, peut-être les deux. Donc, l'encombrement stérique, c'est vraiment pas mon hypothèse favorite. Il y a des espèces qui ont des densités de crossing over par nombre de bases ADN qui sont beaucoup plus fortes que d'autres. Un exemple que j'aime bien, si on prend la densité en crossing over de cérévisier et qu'on l'applique sur le maïs, on attend 6000 crossing over par chromosome par méiose. Donc on est vraiment très très loin de ça. C'est probable. Moi, ce que je crois, pourquoi est-ce qu'on atteint une limite ici, c'est parce qu'on a utilisé les précurseurs qui sont disponibles. On n'a pas tout utilisé, si on fait les calculs, on a peut-être un quart. Peut-être qu'il y en a qui partent sur la sœur plutôt que sur l'homologue. Je pense qu'en fait, si on arrive à jouer encore sur les précurseurs, sur la capacité à envahir l'homologue, on va pouvoir encore augmenter. Et j'ai des collègues avec qui je discutais la semaine dernière qui ont probablement trouvé des choses qui permettent d'aller encore plus loin. Je crois pas qu'il y ait de limite physique, c'est à quel point on arrive à jouer sur toutes les différentes étapes de leur combinaison qui nous limitent aujourd'hui. D'accord. Et alors, voilà, il y a une question de Pierre Deveau. Alors, concernant les plantes avec cette augmentation significative de crossing over jusqu'à 70, quel est le phénotype de ces plantes? Alors, Elles vont bien, vont bien, leurs descendants vont bien. Comme je le disais, on a une petite réduction de fertilité, liée sans doute au problème de réparation de quelques intermédiaires. Mais ce qu'on a vu pour l'instant, à la fois ces plantes-là et leurs descendants n'ont pas d'effet particulier sur le phénotype global de la plante. d'accord. Une autre question là, sur la situation particulière de ces révisiers. Là, tu nous Mhm. as présenté, voilà, c'est une espèce de cas particulier. Et est-ce qu'on a, bon, il y a les gens ont beaucoup travaillé, hein, il y a beaucoup de labos qui ont travaillé sur la recombinaison chez ces Ah révisiers. oui, oui, c'est sur un modèle dominant. Qu'est-ce qu'on sait de pourquoi finalement chez ces révisiers, la recombinaison elle a l'air d'être régulée quand même assez différemment d'autres organismes, y compris des champignons qui sont phylogénétiquement pas si éloignés que ça. C'est assez mystérieux chez Cerevisier, parce que Cerevisier utilise la même machinerie que les autres. Et c'est ce qui est bien, parce que la plupart des fois, beaucoup des choses que j'ai racontées là, en fait, sont dérivées de Cerevisier et ont été confirmées chez d'autres, mais c'est la même, la voie ZDMM est là, les protéines sont les mêmes, donc c'est seulement la régulation qui est différente. Notamment chez Cerevisier, c'est presque la moitié des cassures qui viennent des crossing over. Donc c'est ça la différence, la différence de Cerevisier. Le champion, c'est l'autre levure, Pombé. Pombé, c'est différent. Pombé a clairement pris un chemin évolutif différent, a perdu la voie 1 de crossing over et ne fait que la voie 2. Donc, fait des crossing over de voie 2 qui sont non interférents, non régulés et qui en fait beaucoup plus. Ce qui est donc c'est possible en fait, de pouvoir avoir cette voie alternative ou pour assurer au moins un crossing over, on en fait beaucoup sans trop savoir, sans trop consommer le nombre, on en fait beaucoup, on est sûr d'en avoir au moins un si on en a 15 en moyenne. Euh, la question, on peut presque retourner la question, c'est pourquoi est-ce que Cerevisier a suivi ce chemin-là évolutif et pratiquement aucun autre eucaryote. Il y en a peut-être quelques autres, mais c'est très très rare comme voie évolutive. Pourquoi est-ce que tous les autres ont ce contrôle très très fin des crossing over? Ça reste une question ouverte. D'accord. Et est-ce que tu mets en lien un lien entre cette situation particulière de ces révisiers et le fait que finalement, bon, il y a des gens qui ont manipulé l'organisation du génome de ces révisiers en fusionnant les chromosomes Mhm. pour arriver, je crois, deux pour une équipe et un pour... et ça fonctionne encore? Est-ce que voilà, il y a un lien entre voilà, cette plasticité finalement peut-être assez exceptionnelle là, Peut-être. d'organisation génomique chez ces révisiers et puis ce contrôle un peu particulier de la recombinaison? Je sais pas parce que cette fusion chez Cervisier, elle a été faite parce que les outils étaient là et parce qu'ils ont un CRISPR qui marche très très bien et que notamment ces fusions sont techniquement compliquées parce que si on fusionne deux chromosomes chez la plupart des espèces, on a un problème parce qu'on a deux centromères et donc ils ont des systèmes qui marchent assez bien chez Cervisier pour réussir en une seule étape
à fusionner deux chromosomes, enlever deux télomères, enlever un centromère. Et c'est de la biotech de très haut niveau et qui est en fait faisable aujourd'hui que chez Cerevisier. Je pense qu'en théorie, on devrait y arriver, ça serait jouable chez d'autres eucaryotes. Je crois pas que Cerevisier ait des capacités particulières à pouvoir fusionner ces chromosomes au-delà que c'est juste techniquement c'est faisable. D'accord. Ok, une question de Pierre Deveau. Quelle est la différence d'incidence du crossing over des types 1 et 2? Génétiquement, aucune différence. Un crossing over. En génétique, on sait pas les distinguer. On sait les distinguer en cytologie parce qu'on a des marqueurs. On sait les distinguer en faisant les mutants parce qu'on peut éteindre l'un ou l'autre. Mais génétiquement, ils sont indistinguables. Et toujours Pierre, peux-tu confirmer, infirmer qu'un crossing over peut se produire dans un gène? Oh, des crossing over peuvent avoir eu dans des gènes. Oui, y compris dans le corps des gènes. Ils tendent à être plutôt dans les promoteurs. C'est là la région la plus jaune, mais dans les gènes, oui, on peut couper un gène en deux avec un crossing over. Et pour rester dans cette question-là, là, il y a des, alors pareil, quand je travaillais un peu plus sur la combinaison, il y avait l'idée que les hotspots de recombinaison étaient fortement liés finalement à des promoteurs de gènes qui étaient eux-mêmes fortement exprimés. On en est où aujourd'hui là, sur cette relation postulée? C'est pas si clair que ça, que l'expression soit. C'est les gènes. Ça, je vais préciser, euh, c'est les gènes chez les champignons, chez les plantes, chez la plupart des eucaryotes. C'est pas le cas chez les mammifères, chez un bon nombre de mammifères, y compris l'humain, parce qu'il permet un système dans l'évolution qui est basé sur PRDM9, euh, qui est en fait une protéine à doigt de zinc, qui a complètement changé le profil de leur combinaison. Donc les hotspots chez les mammifères sont liés au binding de PRDM9, qui n'est plus dans les gènes. Donc chez les mammifères, chez nous, et presque tous les mammifères, c'est PRDM9 qui contrôle les cassures double brin, et donc ils ne sont plus dans les gènes. Chez les systèmes sans PRDM9, donc l'état ancestral, c'est les gènes qui marquent les sites de crossing over et qui favorisent les crossing over. Ok. Une question de Vincent Hulot. Quelles sont les pistes pour favoriser la création de précurseurs de CO dont tu nous as montré finalement que c'est le facteur limitant? Voilà. Ah, quand on pousse la machinerie à fond, oui, il semble que ça va foutre en limitant. Il y a des systèmes, il y a des mutations qui peuvent aussi augmenter les crossing over, qui sont des mutations qui tendent à avoir aussi d'autres effets, hein. Il y a des systèmes de kinase qui limitent le nombre de cassures. Il y a probablement des possibilités d'augmenter aussi le nombre de cassures. Oui. Parce que c'est régulé par des feedbacks de phosphorylation. Donc, on doit pouvoir jouer, en tout cas théoriquement, sur ces pathways. Et c'est le cas chez Cerevisier. Chez Cerevisier, on peut augmenter les cassures. Euh, Potentiellement, on pourrait faire la même chose chez Arabidopsis, ou chez les plantes. Ok, bah, je crois qu'on a épuisé on a épuisé les questions, au moins les questions que les gens ont tout de suite. Et s'il y a des questions qui viennent a posteriori et qui nous sont transmises, on te les fera Très parvenir. bien, avec plaisir. On pourra y répondre directement. Mais on va te remercier à nouveau hein, pour la qualité de l'exposé. Je pense que ça nous Merci pour l'invitation. un point qui nous montre qu'on a quand même beaucoup progressé dans la compréhension des mécanismes qui régulent ce processus biologique aussi important, qu'il y a des espoirs de pouvoir manipuler, augmenter la fréquence des crossing over et surtout pour moi lever voilà, l'absence de crossing over dans tout un tas de régions des chromosomes des Mhm. plantes, en particulier voilà, les grands chromosomes, avec l'idée qu'on va pouvoir brasser les allèles de gènes bon, qui sont des gènes pour certains importants pour les sélectionneurs. Donc, un grand merci à toi d'avoir pris Merci le à vous. posé et puis merci à tout le monde pour les questions et la participation à ce webinaire. Et puis, je vais laisser la conclusion à Yvette. Mais écoutez, moi, la conclusion, c'est de dire merci. Merci pour la clarté de l'exposé et puis pour son intérêt. C'était vraiment tout à fait ce qu'on attendait et je crois que le public a été très content. Eh bien, j'en suis Merci, ravi. Raphaël. Merci beaucoup. Bonne Merci à fin de toi. journée à tout le monde. Salut, à très bientôt.